Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il est à Washington pour plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine. Depuis plus d'une heure, Emmanuel Macron fait face à l'imprévisible Donald Trump, devenu un fervent soutien de la Russie et de Vladimir Poutine. Ma réunion avec le président Macron aujourd'hui représente une autre étape importante de franchie. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Il l'acceptera. Je lui ai posé la question. Écoutez, si nous concluons cet accord, il ne cherche pas à faire plus de guerre. Cela ne le dérange pas. Et en visite à Washington, Emmanuel Macron donc a tenté d'infléchir la position américaine de la guerre en Ukraine et a plaidé auprès de Donald Trump pour obtenir des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Les alliés européens de Kiev refuseraient un accord sous forme de capitulation sur le territoire conquis par la Russie. Alors parlons vrai, est-ce que les Américains et les Russes vont décider de l'issue du conflit sans rien demander aux Européens? Et à cette question, la rencontre Macron-Trump peut-elle éviter une capitulation à l'Ukraine? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Christian Mallard, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Sud Radio. Vous êtes consultant diplomatique international sur I24 News et auteur du livre Dans le secret des maîtres du monde aux éditions de La Martinière. Philippe Bilger. Alors, vous me pardonnerez, chers amis, d'avoir une pensée nuancée dans ce domaine, parce que je crois qu'il faut accepter deux convictions qui ne sont pas d'ailleurs opposées l'une à l'autre, mais qui montrent qu'il est difficile d'avoir une expression péremptoire là-dessus. D'une part, je remercie le président de la République, on l'a dit hier, d'avoir une position pratiquement sans faute sur l'Ukraine, à l'exception de sa naïveté initiale avec Vladimir Poutine. Il est vaillant, il a été là-bas, il a discuté, il a argumenté, on l'a vu. Et il faut louer ce courage pour l'Europe. Mais comment dirais-je, ça va pas servir à grand-chose. Donald Trump est tellement aujourd'hui caractériel, surprenant, à contre-emploi sur le plan de la diplomatie classique, que je crois qu'il ne l'a pas fait bouger d'un iota. Et donc, malheureusement, le simplisme du président américain n'a pas été entamé par les efforts très vaillants et courageux et brillants du président Macron. Bruno Pomar. Je pense que Philippe a tout résumé. Effectivement, le président Macron, vous savez qu'il a dans sa besace, comme on dit, la diplomatie. Donc il est allé là-bas. On ne peut pas lui reprocher de ne pas y être et d'avoir discuté avec le président. Mais je ne vois pas l'influence qu'on peut avoir avec Trump actuellement. C'est lui le patron. Point. Et il a même dit d'ailleurs dans son allocution, Trump, qu'en gros il faisait des négociations avec la Russie et qu'il dirait en gros, la Russie aura l'Europe aura un peu son mot à dire. Enfin, on voyait que c'était pas très clair comment faire. Donc ouais, et je pense qu'on a perdu la bataille. Michael Sadoun. Moi, je vais rejoindre Philippe Bilger sur le volet. Macron arrive à tenir un équilibre depuis le début de la guerre entre un certain réalisme géopolitique. Il a toujours dit qu'il continuerait de parler avec Vladimir Poutine, etc. et tout. Mais en même temps, il défend un principe que je trouve normal d'intégrité des frontières, de souveraineté de la nation ukrainienne. Et je trouve ça plutôt sain. Parce que ceux qui veulent qu'on bascule dans un monde de guerre et de rapport de force, j'aimerais bien les voir tenir une arme et aller sur le front. Je peux vous dire que ça ne doit pas être facile. Ceci étant dit, le péché originel d'Emmanuel Macron, c'est son inféodation à l'Union européenne. Le fait qu'il n'arrive pas à convaincre Donald Trump, c'est bien sûr, Philippe Bilger a raison, parce que Donald Trump a un caractère, et Bruno Pomar l'a dit aussi, mais c'est aussi parce que, fondamentalement, Emmanuel Macron est le jouet de l'Europe. Il pense que c'est le patron de l'Europe, mais c'est le jouet de l'Europe et que l'Europe est le jouet des États-Unis. Donc Donald Trump, il se fiche royalement finalement de ce que va lui dire Emmanuel Macron. Donc je pense que sa position, elle est inefficace et elle est contradictoire. Après, évidemment, dans le discours, je trouve que son équilibre est pas mal et qu'il faut le tenir. Bien sûr que si on laisse l'Ukraine maintenant, elle sera démantelée totalement par les États-Unis et la Russie, et c'est pas un bon truc pour l'avenir parce que la géopolitique ne peut pas jouer qu'avec ses rapports de force. Voilà. Christian Mallard est avec nous, consultant diplomatique international sur I24 News et auteur de ce livre Dans les secrets des maîtres du monde aux éditions de La Martinière. On a envie de vous poser la question, est-ce que finalement il n'y avait qu'Emmanuel Macron comme Européen pour aller voir Donald Trump? En fait, il s'est imposé face aux Européens.
Il essaye toujours de s'imposer face à ses partenaires européens, à Mme van der Leyen en particulier et à quelques autres. Simplement, quand je passe au pénal un peu les informations, moi je m'aperçois de plus en plus que Macron et Trump sont parfois imprévisibles et je les qualifie très souvent de cette expression américaine flip-flopper, c'est-à-dire que ce sont des gens qui changent facilement de fusil d'épaule. J'ai quand même entendu à un moment donné Macron envisageant le déploiement de forces françaises sur le terrain en Ukraine et puis récemment revenir en arrière. Donc il faut être sérieux. Ils ont affaire, les Européens et puis Macron et Trump, à un calculateur patient qui s'appelle Vladimir Poutine. D'après les informations qui circulent avec insistance, mais encore une fois, tout cela reste à vérifier, il faut être très prudent, on dit qu'il pourrait y avoir en effet un accord entre Poutine et les États-Unis sur l'Ukraine. Quel serait cet accord? Ça serait le gel des territoires qui ont été conquis dans la partie russophone, qui ont été conquis par les Russes. Il y aurait de la part de l'OTAN un engagement à ne pas attaquer les Russes, et il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. J'ai le souvenir lors de ma dernière interview qui remonte à quelque temps, en 2005, en mai 2005 avec Poutine, qui m'avait dit « Attention, on ne touche pas à l'Ukraine et on n'élargit pas l'OTAN ». Je ne suis pas sûr que les Occidentaux aient entendu le message à l'époque. Maintenant, on est quand même 20 ans après. Et c'est vrai qu'il faut discuter avec Poutine. Mais encore une fois, Poutine est un calculateur patient. C'est un joueur d'échecs. C'est pas le même ADN que celui de Macron ou celui de Trump. Moi, ce qui m'inquiète chez Trump, ce qui est un peu vitesse, il confond vitesse et précipitation. Alors, on verra la suite. Mais ça négocie pour l'instant, en tout cas en coulisses. Christian Mallard, une question. Les États-Unis ont voté avec la Russie, mais avec la Corée du Nord, l'Iran, la Somalie, ce qu'un président américain républicain qui s'appelait George W. Bush appelait l'axe du mal. Est-ce que c'est un revirement complet des Américains en général et des républicains américains en particulier? C'est trop tôt pour parler, c'est prématuré de parler de revirement complet, mais c'est sûr que les choses ont changé de la partie Biden qu'on a connue, où on a eu un président quand même Sleepy Joe, comme on l'appelait, Joe qui dort. L'endormi. Joe l'endormi. Et c'est vrai que les Américains, durant l'époque de Biden, n'ont pas été très entreprenants, si je puis dire, n'ont pas eu grande réussite. Maintenant, on sait que ça va changer avec Trump. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, mais encore une fois, je peux me tromper comme tout le monde, j'ai le sentiment que Trump a décidé de négocier d'abord et aussi rapidement que possible, du mieux possible, sans que personne ne perde la face, parce qu'il ne s'agit pas de faire perdre la face à Poutine, qui a commis une grosse erreur quand il a voulu intervenir en Ukraine et reconstituer l'ex-empire soviétique. Il ne faut pas lui faire perdre la face. Mais j'ai le sentiment que Trump veut aller très vite pour trouver une solution. Et la solution, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est pas ma solution, c'est ce qui se dit en coulisses, qui circule en coulisses, ça serait que les territoires acquis par Poutine dans la partie russophone seraient gardés par Poutine et qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Et ça, aux yeux de Poutine, c'est fondamental. Et puis surtout, pas d'attaque de l'OTAN. Maintenant, il faut que les Occidentaux aient des garanties et renforcent leur défense en tirant les leçons, en effet, après ce qui s'est passé il y a 3 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Christian Mallard, avec votre analyse très pertinente qui dit que Donald Trump ne veut pas faire perdre la face à Poutine, alors que d'après ce qu'on sait pour l'instant des négociations, il est prêt en réalité à donner à Poutine tout ce qu'il souhaite. Est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal ? Il ne donnera pas à Poutine tout ce qu'il souhaite. Je pense qu'il veut donner quand même un maximum qui puisse satisfaire Poutine. Et je pense que dans l'idée de Trump, après l'Ukraine, il voudrait pouvoir avoir les mains libres par rapport au Moyen-Orient, où la situation est très préoccupante, surtout avec l'Iran, la menace nucléaire et tout ce que nous savons tous sur ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a des informations aussi qui circulent, il y a des informations concordantes, mais qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas si vous et moi, on pourra trouver la solution ou la réponse maintenant. Moi, on me dit que dans les tractations en cours entre Poutine, Trump
et les autres, il y aurait, comme les Russes commencent à réaliser qu'ils ont perdu leur point d'ancrage très important qui était en Syrie, au Moyen-Orient, que le Hezbollah et l'Iran sont affaiblis, que les Russes seraient prêts à lâcher du lest, ou peut-être lâcher l'Iran, ce serait un peu vite en besogne, mais à lâcher du lest pour qu'une situation puisse être trouvée au Moyen-Orient avec l'Iran et Israël. Mais ça, encore une fois, c'est très complexe. Il y a beaucoup de fluctuations dans cette situation et je n'irai pas faire un pari sur quoi que ce soit. Restez avec nous, Christian Mallard. Nous avons notre auditeur du jour, Richard de Montauban. Alors Richard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, la rencontre Macron-Trump peut éviter une capitulation ukrainienne? Non, pour moi pas du tout. Hein. C'est déjà acté en fait, puisque sans le support logistique, on va dire au niveau de l'observation du terrain via les satellites, l'Ukraine est aveugle. L'Ukraine sera désarmée en fait, et donc et puis on peut même arrêter des armes à distance. Donc je crois que là aujourd'hui, Trump, il veut la paix. Et il n'acceptera pas que quelqu'un se mette en travers, que ce soit M. Macron ou n'importe quel autre dirigeant européen. Donc la paix va être forcée comme ça, et il a besoin du soutien de la Russie pour solder le problème du Moyen-Orient. Je crois que c'est la lecture inverse qu'il faut. Il pourra vider la bande de Gaza, et je pense que c'est son souhait. Avec un soutien tacite, c'est-à-dire sans recours, sans perturbation de la part de la Russie. Donc là, je pense que le deal est clos. C'est difficile à admettre pour nous, Français, mais on s'est embarqué dans quelque chose où il ne fallait pas aller. Et ça fait bien longtemps que je le répète malheureusement, et c'est très difficile de le répéter avec tout ce qu'on a pu raconter aux gens, aux Français. Maintenant, il faut pédaler à l'envers pour leur expliquer en fait que nos dirigeants se sont fourvoyés. Et nous ont fourvoyés. Oui, enfin, je trouve qu'on oublie un peu trop facilement que l'Ukraine a été agressée par la Russie, absolument, que c'est un pays qui est en Europe, qu'il y a une intangibilité quand même des frontières. Donc, j'allais le dire. Bon, on a peut-être été un peu naïf, mais en tout cas, on y a été parce qu'on pensait défendre des principes qui sont pas seulement des principes de benets naïfs, qui sont des principes qui font à peu près tenir l'ordre international. Donc, moi, je veux bien qu'on décide que tous ces principes ne valent rien. Mais je vous dis que dans ce cas-là, on va rentrer dans un monde de guerre où c'est la loi du plus fort et où les pays les plus faibles n'ont qu'à bien se tenir. Je trouve ça très dommage. Christian Mallard, est-ce que la France a un rôle particulier à jouer? On sait que ça ne se parlait plus ou pratiquement plus, ou du moins officiellement, entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. La France est la seule puissance nucléaire, hormis la Russie, sur l'Europe continentale. Il y a le Royaume-Uni, mais c'est quand même une île. Est-ce que la France peut jouer un rôle dans le processus de paix, si on peut appeler ça comme ça, en Ukraine? Non, j'en suis pas du tout sûr. Je vais même je vais vous relater une conversation que j'ai eue il y a quelques mois lors d'un déjeuner que j'ai eu avec une collaboratrice d'Emmanuel Macron. Et je parlais avec elle de la situation. Je faisais une tournée globale des problèmes qui se posaient. Et à ma grande surprise, elle m'a dit « Nous n'avons plus envie de parler avec Poutine. C'est exclu après tout ce qui s'est passé, mais en revanche, nous avons un bon dialogue avec l'Iran. » Alors là, j'étais consterné parce que c'était un mois avant l'accident d'hélicoptère qui avait coûté la vie à l'ancien président iranien et à son ministre des Affaires étrangères. Mais me dire qu'on s'entend mieux avec l'Iran qu'avec Poutine, j'ai sursauté quand j'ai entendu ça. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais alors par rapport à l'OTAN, elle me dit, mais écoutez, comme Trump n'aime pas l'OTAN, ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de s'affirmer comme le leader de la défense européenne. Mais y a-t-il une défense européenne? Il n'y en a pas. Donc, si vous voulez, je pense que les choses restent très complexes et que on va voir le dénouement. Mais en tout cas, c'est vrai que Trump est pressé d'avoir un accord avec Poutine. C'est ce que disait monsieur qui était avant moi, là, qui parlait, pour mieux dégager l'horizon, si possible, au Moyen-Orient, avec le problème iranien. Tout à l'heure, Christian Mallard, Michael Sadoun, dont tous les propos sont écoutés avec beaucoup d'attention, a dit une phrase que je trouve aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, peut-être un peu contestable. Est-ce qu'on peut dire véritablement qu'aujourd'hui, l'Europe est le jouet des États-Unis?
Non, je crois que Trump ne s'intéresse pas véritablement à l'Europe. Il le prend pour un partenaire, bon, comme ça a toujours été dans l'histoire depuis des années. Mais c'est vrai que Trump a des velléités pour mener ses propres affaires, ses propres discussions, ses propres tractations. Alors quand je regardais, comme sans doute vous autres, les images à la télévision dans le bureau ovale de la Maison Blanche, où je voyais Macron comme un enfant qui était heureux de voir le big boss mondial, Trump avec des sourires, j'appelais ça des sourires de façade, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même encore un gap, un déclivage entre la France, les États-Unis, l'Europe et tout, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ces images qu'on a vues à la télévision hier soir. Michael Sadou voulait réagir? Oh, bah c'était pas tellement moi. Tout le monde vous écoute, c'est Philippe Bilger qui dit. Alors, je vais faire très attention. Même Donald Trump, Même Donald Trump vous écoute. Là. Je disais pas que l'Europe était particulièrement le jouet de Trump, ce qui voudrait dire que Trump s'intéresse à l'Europe. Je sais que c'est pas son horizon et c'est d'ailleurs pas celui de ni Joe Biden ni celui de Barack Obama. Ils étaient beaucoup plus tournés vers l'Asie. Mais je dis que structurellement, l'Europe est dans la main des États-Unis parce que notre économie en dépend énormément, parce que nos mouvements financiers dépendent énormément de l'économie américaine, parce que l'Europe a été structurée comme ça et même militairement, nous sommes sous la coupe des États-Unis. L'OTAN est pilotée par les Américains. On a accepté de ne pas utiliser Galileo, par exemple, à titre militaire pour utiliser les GPS américains. C'est évident. Donc notre souveraineté diplomatique, notre capacité d'action sur la scène internationale, elle est largement freinée par le fait qu'on ne peut pas bouger le doigt sans les États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a été en échec sur le sujet de la Russie pendant 2 ans, parce que au fond, c'était piloté par Joe Biden. Donc Joe Biden qui ne voulait pas aller plus loin dans cet engagement, et Macron qui essayait de tenir une ambiguïté stratégique qui ne servait à rien. Ça a mené un peu à cette débâcle en Ukraine. Voilà. Christian Malard, c'est pareil, on peut pas se passer des États-Unis, comme on le voit aussi. Israël ne peut pas se passer des États-Unis pour contrer l'Iran et les proxys, c'est évident. Christian Malard, je lisais aujourd'hui, ça nous rappelle un peu la guerre froide, ça, non? Guerre froide, ce qu'on a connu. Petit reliquat. Petit reliquat de guerre froide, mais on n'en est pas encore là. Mais il faut voir l'évolution, encore une fois. Ce qui sera fondamental, il y a 2 choses. C'est quid avec l'Ukraine, la Russie, et puis quid avec l'Iran, le nucléaire, les proxys à Israël au Moyen-Orient. Christian Malard, est-ce qu'on peut imaginer un cessez-le-feu sur le très long terme comme la Corée, où on va vraiment vers une capitulation? Vous parlez du cessez-le-feu au Moyen-Orient ou en Ukraine? En Ukraine. En Ukraine. Cessez-le-feu en Ukraine. Oui. Est-ce qu'on peut rester sur un cessez-le-feu sur le long terme ou vraiment être obligé d'avoir une capitulation? Qui doit être renforcé parce que tout le monde se méfiera toujours de Poutine, c'est évident, en disant il a tenté ce coup il y a 3 ans, il a quand même en grande partie échoué, peut-être voudra-t-il prendre sa revanche et tout. Donc un cessez-le-feu, qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de Poutine? Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux là je repense au terrain moyen-oriental, qu'est-ce que ça veut dire aux gens qui n'ont pas le même ADN que le nôtre? Justement, Christian Malard, beaucoup de gens, et j'en entends tous les jours, quel que soit le caractère bienfaisant du cessez-le-feu en Ukraine, ont très peur de la volonté d'expansionnisme de Poutine et sont prêts à parier qu'il continuera, dès qu'il le pourra, son expansion vers d'autres pays pour retrouver le rêve de la grande Russie. Vous y croyez à ça? Tout est possible, c'est vrai que quand on connaît le personnage, on voit bien, encore une fois, cette volonté expansionniste, cette volonté de prendre sa revanche sur l'histoire et de vouloir reconstituer l'ex-empire soviétique, puisque c'était ça le début de l'Ukraine, il y a 3 ans. Là, il a échoué, et il aura peut-être des souhaits de revanche, encore une fois, je vous disais, Poutine, je vous le disais tout à l'heure, est un grand joueur d'échecs, et puis surtout, je pense que l'expression qui convient le mieux, c'est un calculateur patient. Le temps ne compte pas pour lui. Il prendra son temps. C'est un peu un réflexe un peu moyen-oriental, devrais-je dire. Surtout que les élections ne lui posent pas vraiment de problème. Non, d'ailleurs, il m'avait fait une remarque qui m'avait beaucoup fait rire quand je l'ai vu la dernière fois, mais encore une fois, ça remonte à 2005, je l'ai vu 3 fois, en 2000, 2003 et 2005. Il m'avait dit, avec son accent, enfin, je vais l'imiter, je parle pas de russe, ça ne peut pas marcher chez vous en Europe. Vous changez de président tous les 6 mois. C'est cynique, mais c'est tout à fait vrai. Christian Malard, il y a un peu plus de 3 ans, l'invasion de l'Ukraine, c'était les 3 ans hier, Emmanuel Macron avait dit que l'Europe était en état de
l'OTAN est en état de mort cérébrale. On avait dit que l'invasion de l'Ukraine avait ressuscité cette OTAN en état de mort cérébrale. Est-ce que les derniers développements de la politique américaine ne la remettent pas en état de mort cérébrale ? Oui, quelque part, vous avez raison, Philippe. Vous avez raison, parce que c'est vrai que Trump ne va pas laisser Macron et quelques autres Européens décider pour lui et pour les États-Unis à tous les niveaux politiques, économiques et stratégiques. Donc, c'est vrai qu'on risque de se retrouver dans un état de mort cérébrale avec un AVC à l'horizon. Et une autre question, il y a quelque chose qui gênait particulièrement les Américains, c'est le rapprochement Pékin-Moscou. Est-ce que ce rapprochement quelque part avec la Russie n'a pas pour objectif final de découpler un peu le duo gigantesque de l'Asie et même de l'Eurasie, Chine-Russie ? Mais de toute façon, Poutine, le grand intérêt de Trump, c'est qu'il est tourné vers l'Asie. C'est pour ça qu'il veut régler les problèmes de l'Ukraine et du Moyen-Orient le plus vite possible, parce qu'il considère que la Chine est son ennemi numéro 1 et que sa grande lutte, son grand combat va être contre les Chinois, l'empire économique, l'empire politique des Chinois et tout. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, mais encore une fois, il ne faut pas qu'il aille trop vite en besogne, parce qu'on ne règle pas les problèmes comme ça au coin d'une table avec Poutine. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant diplomatique international sur I24 News et puis auteur de ce livre, Dans les secrets des maîtres du monde, aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup, à très bientôt. Cher Richard, dans un instant, ça va être votre tour. J'espère que vous allez les mettre échec et mat, j'ai envie de dire. On en parle dans un instant. À tout de suite pour le Qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai.